Le 8 avril 2026, l'Iran a affirmé avoir à nouveau fermé le détroit d'Ormuz et le Pentagone a réagi en faisant quelque chose d'extraordinaire que les analystes militaires du monde entier tentent toujours de comprendre. Ce que l'armée américaine a déchaîné dans les eaux autour de l'Iran n'était pas une escalade conventionnelle. C'était le coup d'envoi d'armes et de tactiques qui, jusqu'à 6 semaines auparavant, n'existaient que dans les briefings classifiés et les champs d'essai. Alors, décomposons exactement ce que le Pentagone a lancé et pourquoi cela n'aurait jamais dû voir le jour. Le 28 février 2026 à 1h15 heure normale de l'Est, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement maritime majeur pour le commerce énergétique mondial, a connu des perturbations géopolitiques et économiques continues suite aux frappes militaires conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui comprenait l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. L'opération avait un nom, Epic Fury. Plus de 5000 cibles ont été frappées. 50 navires iraniens ont été endommagés ou détruits, et les États-Unis ont déployé des bombardiers B-1, des bombardiers furtifs B-2, des bombardiers B-52, des chasseurs F-15, des chasseurs F-16, des chasseurs furtifs F-90-22, des chasseurs furtifs F-35, des avions d'attaque PA-10, des avions d'attaque électronique IAI-18G, des MQ-9 Reaper et des porte-avions propulsés à l'énergie nucléaire, tous dans les 10 premiers jours. La réponse de l'Iran n'était pas ce que quiconque à Washington avait prédit. L'Iran a lancé des attaques de missiles et de drones de représailles contre les bases militaires américaines, le territoire israélien et les États du Golfe, tandis que son corps des gardiens de la révolution islamique a émis des avertissements interdisant le passage des navires dans le détroit, entraînant un arrêt effectif du trafic maritime. Le CGRI a transmis des avertissements via la radio VHF aux navires dans le détroit, déclarant qu'aucun navire n'était autorisé à franchir le détroit d'Ormuz. Ce n'était pas une feinte. C'était un ordre appuyé par des explosifs. Au 12 mars 2026, l'Iran avait lancé 21 attaques confirmées contre des navires marchands. Les avertissements et les attaques ultérieures contre les navires ont provoqué une baisse brutale du transit maritime, le trafic des pétroliers chutant d'abord d'environ 70% et plus de 150 navires jetant l'ancre en dehors du détroit pour éviter les risques. Peu de temps après, le trafic a chuté à pratiquement zéro. Pour comprendre pourquoi cela importe, considérez les chiffres. Le détroit a une largeur de 21 miles à son point le plus étroit, formant un passage de route entre l'Iran et Oman. Ces deux voies maritimes unidirectionnelles facilitent le transit d'environ 20 millions de barils de pétrole par jour, représentant environ 20% du pétrole maritime mondial. Quand ce flux s'est arrêté, les dominos ont commencé à basculer immédiatement. Les prix du pétrole ont augmenté plus rapidement que lors de tout autre conflit de l'histoire récente. Les prix du pétrole brut Brent ont dépassé $100 le baril le 8 mars 2026 pour la première fois en 4 ans, montant à $126 le baril à son apogée. La fermeture du détroit a été décrite comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique depuis la crise énergétique des années 1970, ainsi que la plus grande de l'histoire du marché pétrolier mondial. Et ce n'était pas seulement le pétrole. D'autres marchés de matières premières ont souffert de perturbations d'approvisionnement et d'augmentation de prix suite à la crise, notamment l'aluminium, les engrais et l'hélium. La région du Golfe produit près de la moitié de l'uranium mondial et 30% de l'ammoniac, avec environ un tiers des engrais mondiaux passant par le détroit. Le monde regardait une seule bande d'eau de 21 mètres d'étranglement de l'économie mondiale en temps réel. Et le Pentagone, le même Pentagone qui venait de lancer la plus grande opération militaire au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003, peinait à l'ouvrir. Le Pentagone et le Conseil national de sécurité ont considérablement sous-estimé la volonté de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz en réponse aux frappes militaires américaines lors de la planification de l'opération en cours. Selon plusieurs sources au courant de la question, l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump n'a pas pleinement tenu compte des conséquences potentielles de ce que certains responsables ont décrit comme le pire des scénarios auxquels l'administration fait face. La raison pour laquelle l'administration a sous-estimé la volonté de l'Iran de fermer le détroit. Plusieurs sources ont dit que les responsables croyaient que le faire ferait plus de mal à l'Iran qu'aux États-Unis. Cette hypothèse s'est avérée être catastrophiquement fausse. Trump a dit à Fox News que les équipages des pétroliers devraient faire preuve de courage et traverser le détroit. Mais le courage n'arrête pas les missiles de croisière anti-navires. Et les compagnies d'assurance, celles qui assurent réellement le risque de naviguer un pétrolier d'1 milliard de dollars dans une zone de guerre, ont complètement retiré leur couverture. L'assurance risque de guerre a été supprimée le 5 mars, rendant le risque économique trop élevé pour que les propriétaires de navires utilisent le détroit. Pas d'assurance signifiait pas de navire. Pas de navire signifiait pas de pétrole. Et pas de pétrole signifiait que l'horloge comptait à rebours sur une crise économique mondiale, dont aucune personne vivante n'avait jamais été témoin. Le Pentagone avait donc un très grand, très coûteux, très public problème.
Et ce qu'ils ont fait ensuite est ce dont parle réellement cette histoire. Voici la contradiction fondamentale dans laquelle le Pentagone s'est trouvé piégé. Il venait d'exécuter la campagne aérienne la plus dévastatrice en décennies contre l'Iran, oblitérant les cibles militaires dans tout le pays. Et pourtant, il ne pouvait pas faire passer un seul pétrolier en toute sécurité à travers 21 miles d'eau. La raison était étonnamment simple. La stratégie de l'Iran pour le détroit d'Ormuz n'était pas construite autour de grandes plateformes d'armes coûteuses qui pourraient être ciblées à partir de 30 000 pieds. Elle était construite autour de milliers de petites menaces bon marché et jetables dispersées sur des centaines de miles de côtes accidentées. Des missiles de croisière anti-navires, enterrés dans des bunkers souterrains creusés dans les montagnes du Zagros. Des bateaux de combat de drones explosifs, déguisés en navires de pêche. Des mines navales semées dans les voies de navigation et des sous-marins tapis, dans les eaux côtières peu profondes. Les bateaux de combat de drones explosifs peuvent être programmés avec des points de passage ou contrôlés à distance. Les bateaux de combat de drones utilisaient le chiffrement et le saut de fréquence dans la voie de navigation critique lors de la conduite d'attaque. L'Iran menait une guerre de guérilla en mer et cela fonctionnait. Les escortes navales à haut risque des pétroliers à travers le détroit étaient quelque chose que le Pentagone croyait être actuellement trop dangereuse à mener. Cette évaluation provenant de l'armée la plus puissante de la Terre révèle la difficulté stupéfiante de la situation. La marine américaine pouvait projeter la puissance n'importe où sur le globe, mais elle ne pouvait pas garantir le passage sûr d'un navire cargo à travers un canal plus étroit que la Manche. Les législateurs ont pressé les hauts responsables de l'administration Trump lors d'une récente séance d'information classifiée à propos du manque de plans opérationnels pour rouvrir le détroit, alors que le conflit se poursuivait. Mais il n'y avait aucune indication qu'il y ait des solutions à court terme aux problèmes qui menaçaient de consommer l'économie internationale, compte tenu de l'ampleur de la menace posée par les actifs iraniens dans et autour du détroit. L'hémorragie économique était déjà catastrophique. 6 semaines après le début du conflit, la fermeture du détroit d'Ormuz avait déclenché la perturbation d'approvisionnement la plus importante du marché pétrolier moderne. Environ 11 millions de barils par jour de production de pétrole brut avaient été retirés de la circulation. Les volumes d'exportation du Golfe du Moyen-Orient avaient chuté de 15 millions à 7 millions de barils effectifs par jour et les réductions des exécutions de raffineries ajoutaient un déficit d'approvisionnement supplémentaire de 3 millions de barils par jour. Le marché mondial tirait maintenant à environ 6 millions de barils par jour. Les effets d'entraînement étaient stupéfiants et immédiats. Les aéroports européens ont commencé à imposer des restrictions sur le ravitaillement en carburant en raison d'une pénurie de carburant pour moteurs à réaction, et les compagnies aériennes ont annulé les vols de manière préventive. En Italie, 4 aéroports à Bologne, Milan, Trévise et Venise ont imposé des restrictions sur le carburant pour moteurs à réaction. Le Bangladesh, une nation d'Asie du Sud de 175 millions d'habitants qui dépend des importations pour environ 95% de ses besoins énergétiques, a réduit les heures de bureau et les dépenses publiques dans une tentative de freiner la crise du carburant, forçant les marchés et les centres commerciaux à fermer à 18 mai pour réduire l'utilisation d'électricité. L'industrie énergétique avertissait que la crise ne faisait que commencer. Dans les conversations avec plus de 3 douzaines de commerçants des pétroles et de gaz, de cadres, de courtiers, d'expéditeurs et de conseillers, un message a été répété maintes et maintes fois, le monde n'avait pas encore saisi la gravité de la situation. Beaucoup ont établi des parallèles avec le choc pétrolier des années 1970, avertissant qu'une fermeture prolongée menacerait une crise encore plus grande. Le Pentagone s'est donc retrouvé face à une équation impossible. Neutraliser une menace navale asymétrique dispersée sur des centaines de kilomètres de côtes montagneuses, cachée à l'intérieur de bunkers souterrains renforcés et déguisés parmi les flottilles de pêche civiles, et le faire assez rapidement pour éviter une dépression mondiale. La réponse nécessitait de sortir des armes de l'ombre que la plupart du monde ne savait pas exister. Le 17 mars 2026, le commandement central américain a publié une déclaration tuaire sur X. Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs munitions de pénétration profonde de 5000 livres sur des sites de missiles endurcis iraniens le long de la côte de l'Iran près du détroit d'Ormuz. Les missiles de croisière anti-navires iraniens sur ces sites posaient un risque pour le trafic maritime international dans le détroit. Ces 12 mots, munitions de pénétration profonde de 5000 livres, ont envoyé des chocs dans la communauté d'analyse de la défense. Parce que ce que le Pentagone venait d'utiliser pour la toute première fois au combat était une arme que la plupart des gens n'avaient jamais entendue, le GBU-72 Advanced Finca Penetrator. Les États-Unis ont utilisé pour la première fois au combat la nouvelle munition de pénétrateur avancée 5K, l'arme de pénétration de bunker de 5000 livres conçue pour remplacer le GBU-28 qui est en service depuis 1991. Pour comprendre pourquoi le combat inaugural de cette arme est si important, vous devez comprendre l'écart qu'elle a été conçue pour combler.
Ce qui rend le GBU-72 uniquement important dans la posture de défense de l'Amérique en 2026 est l'écart critique qu'il comble entre le GBU-31B JDAM de la classe 2000 livres et le massif briseur de bunker GBU-57 de 30 000 livres. Le pénétrateur de munitions massives, le MOP, est l'arme que les États-Unis ont utilisée pour écraser les installations nucléaires de l'Iran à Fordo et Natanz. Dans la plus grande frappe opérationnelle B-2 de l'histoire américaine, les États-Unis ont lancé 14 GBU-57, munitions de pénétrateurs de munitions massives, la plus grande bombe briseur de bunker du monde, sur les installations nucléaires souterraines de l'Iran. Mais le MOP a des limitations graves. Le MOP nécessite une livraison par les bombardiers furtifs B-2 Spirit, une flotte de seulement 19 appareils, tandis que le GBU-72 peut être porté et largué par les beaucoup plus nombreux F-15E Strike Eagle et B-1B lanceurs, offrant une flexibilité opérationnelle et un taux de sortie beaucoup plus important. Avec la flotte B-2 surmenée et les stocks de MOP partiellement épuisés par les frappes nucléaires, le Pentagone avait besoin d'une arme qui pouvait atteindre les arsenaux de missiles côtiers enfouis de l'Iran, sans dépendre de ses actifs de bombardiers les plus rares et les plus précieux. Entrait le GBU-72. Cette arme de précision de 5000 livres utilise un corps en acier allongé et une fusée retardée pour plonger à travers 100 pieds de terre et 22 pieds de béton massif avant de détonner. L'ingénierie derrière cette capacité est extraordinaire. Le délai permet à l'arme de contourner les couches externes de protection, telles que les toits de bunkers ou les blindages souterrains, et d'exploser à l'intérieur de la cible elle-même. Le résultat est bien plus destructeur qu'une explosion de surface, car l'explosion se produit dans des espaces confinés, amplifiant la pression et les dommages structurels. Son corps allongé et étroit est conçu pour minimiser la résistance de l'air lors de la descente et pour concentrer la force sur une surface plus petite à l'impact. Cette force concentrée lui permet de pénétrer les couches de béton armé, de roches ou de sol plutôt que de disperser l'énergie sur une zone plus large. L'arme était en développement depuis 2017. Testée en direct pour la première fois lors d'un largage aérien depuis un F-15E Strike Eagle à 35 000 pieds sur la base aérienne d'Eglin en octobre 2021. Une vidéo de 2023 publiée par la base aérienne de Nellis a décrit l'arme comme quelque chose d'unique par rapport à ce que nous avons maintenant, soulignant sa capacité de pénétration sans précédent et la fiabilité de sa guidance. Mais son début au combat n'était jamais censé ressembler à ceci. Le GBU-72 a été conçu avec la prochaine grande guerre de puissance à l'esprit. Des bunkers endurcis dans les montagnes d'un adversaire de près de pair. À la place, il était largué sur des bunkers de stockage de missiles creusés dans la côte iranienne pour tenter de forcer l'ouverture d'une voie de navigation pour les pétroliers. Le 17 mars, CENTCOM a annoncé qu'il avait utilisé plusieurs munitions de pénétrateurs GBU-72 de 5000 livres sur des silos de missiles souterrains le long de la côte iranienne près du détroit. Les munitions ont pénétré les couches de roches et de béton pour détruire les bunkers souterrains qui stockaient les nombreux missiles de croisière de l'Iran et les missiles anti-navires inutilisés. Et le GBU-72 n'était que le début. Le 19 mars, le Pentagone a dévoilé le deuxième volet de son approche. Et c'était encore plus choquant. Le 19 mars, le général Dan Kane a annoncé que les États-Unis déployaient 10 avions Thunderbolt II pour frapper les engins d'attaque rapide et des hélicoptères Boeing AH-64 Apache pour gérer les drones d'attaque à sens unique dans une tentative d'ouvrir le détroit d'Ormuz. L'A-10 Thunderbolt II, le Warthog, un avion que le Pentagone tentait de retirer depuis plus d'une décennie. Une relique de la guerre froide conçue dans les années 1970 pour détruire les chars soviétiques T-72 sur les plaines de l'Europe centrale. Et le voilà, retiré du bloc de Millau et jeté dans ce qui pourrait être la bataille navale la plus conséquente du XXIe siècle. Le A-10 Thunderbolt II ne peut pas être un avion approprié pour le combat contre des adversaires de puissance pré-pair. Mais c'est un avion parfait à utiliser contre les hors-bords iraniens dans le golfe Persique, contre les drones dans les cieux du Moyen-Orient, ou pour aider à des événements de récupération de personnel. Le légendaire canon GAU-8, Avenger du Warthog, un canon rotatif de 30 mm qui tire 3900 coups par minute, a été conçu à l'origine pour déchiqueter l'armure des chars soviétiques T-72 contre une flotte de bateaux de drones en fibre de verre remplis d'explosifs. C'était époustouflant. Mais le déploiement du Warthog est venu avec un rappel sinistre que ce n'était pas une opération sans risque. Un avion A-10 Warthog américain a été abattu et son équipage unique a été éjecté près du détroit d'Ormuz et secouru. L'Iran a publié une vidéo montrant l'abattage de l'avion à l'aide d'un missile surface-air. L'A-10 n'était pas le seul avion à tomber. Le 3 avril, les forces iraniennes ont abattu un chasseur F-15E Strike Eagle de l'armée de l'air américaine au-dessus du pays avec l'épave tombant dans la province de Kilouia et Ber Ahmed en Iran. Le pilote a été secouru ce jour-là,
Mais l'officier des systèmes d'armes restait disparu et a été secouru vivant 48 heures plus tard. Cette opération de recherche et sauvetage en territoire hostile iranien profond est devenue l'une des missions de recherche et sauvetage les plus angoissantes de l'histoire militaire américaine moderne. Pendant ce temps, la campagne plus large du détroit d'Ormuz se déployait avec une intensité féroce. À ce jour, nous avons frappé plus de 7000 cibles dans l'Iran et son infrastructure militaire. Egst Adi Kane a également dit que les forces américaines avaient continué à étendre les opérations maritimes, déclarant que nous continuons à chasser et tuer les actifs à flot, y compris plus de 120 navires et 44 poseurs de mines. L'ampleur de la destruction était méthodique et impitoyable, mais la capacité de l'Iran à menacer le détroit s'est avérée être bien plus résiliente que quiconque ne l'avait prévu. L'Iran a prouvé qu'il pouvait nier le transit à un coût acceptable pour lui-même, et aucune option militaire américaine plausible ne pouvait inverser cela de manière fiable à court terme. L'Iran avait été affaibli militairement, mais restait loin d'être vaincu. Le Pentagone préparait également des plans d'urgence qui ressemblaient à quelque chose tiré d'un roman de Tom Clancy. Le Pentagone se préparait à des semaines d'opérations terrestres limitées en Iran, incluant potentiellement des raids sur l'île de Karj et les sites côtiers près du détroit d'Ormuz. Selon les responsables américains cités par le Washington Post, les plans, qui restaient courts d'une invasion complète, pourraient impliquer des raids par des troupes des opérations spéciales et conventionnelles. Les responsables ont dit que l'armée américaine dépêchait 2500 marines supplémentaires au Moyen-Orient, qui ont été formés pour mener des débarquements amphibies. Il a été spéculé que les Marines pourraient être utilisés pour saisir militairement l'île de Har, une île importante du Golfe Persique que l'armée de l'air américaine avait bombardée plus tôt dans la guerre, tout en laissant la plupart des infrastructures pétrolières de l'île intactes. Ce n'était plus une campagne aérienne de précision. C'était le Pentagone jetant tout le manuel des avions d'attaque des années 1970 aux briseurs de bunkers de prochaine génération classifiés aux saisies d'îles amphibies potentielles sur un problème qui coûtait à l'économie mondiale des milliards de dollars chaque jour. Et à travers tout cela, l'Iran tenait le détroit. Début avril, le président Trump a intensifié son rhétorique à des niveaux qui ont alarmé les diplomates du monde entier. Trump a dit dans un message de vérité sociale du matin tôt « Une civilisation entière mourra ce soir, jamais pour être ramenée. Si l'Iran n'a pas venu à la table des négociations et ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz avant une date limite en soirée, alors le 7 avril, un cessez-le-feu a été annoncé. Les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines, mettant en pause une campagne militaire américano-israélienne de près de 6 semaines contre la République islamique. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est approché du podium au Pentagone et a prononcé un discours de victoire. Nous avons complètement détruit la base industrielle de défense de l'Iran, un pilier central de notre mission. Hegseth a dit aux journalistes « Ils ne peuvent plus fabriquer de missiles, fabriquer des fusées, fabriquer des lanceurs ou fabriquer des drones. Leurs usines ont été rasées au sol, remontées à la mode historique. » Le général Dan Kane a fourni des détails. Environ 90% des usines d'armement de l'Iran, plus de 80% de ses installations de missiles et près de 80% de sa base industrielle nucléaire avaient été touchés. Chaque usine qui produisait des drones d'attaque à sens unique Shahed avait été frappée. Il a dit « Les forces américaines ont frappé plus de 13 000 cibles pendant la guerre, détruisant 80% des défenses aériennes de l'Iran, ainsi que plus de 450 installations de stockage de missiles balistiques et 800 installations de stockage de drones d'attaque à sens unique. » Mais voici la partie que les discours de victoire n'ont pas abordée. Même après toute cette destruction, 13 000 cibles frappées, 90% des usines d'armement touchées. La base industrielle de défense de l'Iran déclarée complètement détruite. Le détroit d'Ormuz n'était toujours pas ouvert. L'Iran a dit aux navires tentant de transiter par le détroit d'Ormuz qu'il était toujours fermé et tout navire qui tentait de transiter serait ciblé et détruit. Selon Reuters, les forces navales iraniennes avaient précédemment averti les navires du Golfe Persique avec un message radio qu'ils devaient toujours demander la permission de transiter par le détroit. Selon le Wall Street Journal, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Iraqi a déclaré que le passage dans le détroit serait autorisé sous la gestion militaire iranienne. Il n'était pas immédiatement clair si cela signifiait que l'Iran assouplissait complètement son étranglement sur la voie d'eau. Et puis le 8 avril, le jour même du cessez-le-feu, l'Iran a fermé le détroit à nouveau. Les États-Unis ont exigé que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz après que la République islamique ait fermé la voie d'eau en réponse aux attaques israéliennes contre le groupe militant Hezbollah au Liban. Le mouvement de l'Iran a jeté le doute sur la question de savoir si un cessez-le-feu déjà précaire mettant fin à plus d'1 mois de guerre tiendrait. Polymarket, le marché de prédiction qui suit la probabilité des événements mondiaux, a publié que le détroit d'Ormuz n'avait que 30% de chances de revenir à la normale d'ici la fin avril, avec 4,8 millions de dollars de volume d'échange.
L'argent intelligent pariait contre la réouverture. Les ours avaient un prix de 0,7. Le Pentagone a déployé une arme qui s'enfonce à 100 pieds sous terre et dénote à l'intérieur de bunkers de béton armé. Il a ramené le A-10 Warthog pour ce que beaucoup appellent le dernier déploiement au combat de l'avion. Il a lancé plus de 1000 missiles de croisière furtifs JASM. Il a frappé plus de 11 000 cibles au cours des 30 premiers jours d'Epic Fury. Il a dépêché 3 groupes de porte-avions et 50 000 troupes. Il a envisagé des débarquements amphibies sur des îles iraniennes. Et l'Iran, meurtri, saignant avec 90% de ses usines d'armement en ruine, tenait toujours le détroit. Plus d'un mois après le conflit entre Israël, l'Iran et les États-Unis, l'Iran n'a montré aucun signe de perdre sa capacité à contrôler le détroit d'Ormuz. Bien que les États-Unis ont accepté une suspension de 2 semaines des frappes contre l'Iran continue d'exercer un contrôle de facto sur le détroit d'Ormuz. L'Iran exigera que les compagnies de navigation paient des péages en cryptocurrency pour les pétroliers passant par le détroit d'Ormuz, alors qu'elles cherchent à conserver le contrôle du passage dans la voie d'eau clé pendant le cessez-le-feu de 2 semaines, selon le Financial Times. Alors, qu'a réellement réalisé le Pentagone avec son arsenal sans précédent? Il a oblitéré la capacité de l'Iran à construire de nouvelles armes. Il a creusé ses lignes de production de missiles et les usines de drones. Il a coulé plus de 120 navires navals et détruit 44 poseurs de mines, mais il n'a pas résolu le problème fondamental. L'Iran avait déjà distribué suffisamment d'armes, suffisamment de mines, suffisamment de missiles, suffisamment de bateaux de combat de drones explosifs, à travers suffisamment de positions côtières cachées, que la menace pour le trafic commercial persiste même après que les usines qui les ont produits ont été réduites en cendres. C'est la vraie histoire ici. Le Pentagone a lancé des armes qui n'étaient jamais censées voir le combat cette décennie. Il a exécuté la campagne de frappe de précision la plus dévastatrice de l'histoire de la guerre aérienne. Et la bande d'eau de 21 mètres de large entre l'Iran et Oman, à travers laquelle un cinquième du pétrole mondial doit passer, reste sous le contrôle iranien. Le cessez-le-feu est fragile. La violence nouvelle a menacé de faire échouer ce que la vice-présidente américaine J.D. Vance a appelé un accord fragile. Les marchés pétroliers attendent entre 100 et 120 navires commerciaux, principalement des pétroliers, passer par le détroit chaque jour avant la guerre. Le trafic a chuté à seulement une poignée de navires par jour, alors que l'Iran attaquait les navires commerciaux, fermant effectivement la principale artère pour 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et l'économie mondiale, étirée jusqu'au point de rupture par 6 semaines de la plus grande perturbation d'approvisionnement en pétrole depuis 1973, retient son souffle. Le Pentagone a lancé quelque chose qui ne devrait pas exister.